Mathilde m'a demandé de ne pas porter mes vêtements de travail à sa soirée de fiançailles. Alors j'ai. La requête, quand elle est arrivée, n'était pas empreinte de méchanceté. C'était pire. Elle était empreinte de la cruauté désinvolte et irréfléchie d'un enfant qui n'a jamais connu une journée de véritable difficulté. La voix d'Amélia, filtrée par le haut-parleur de mon téléphone, était légère, presque gazouillante, un ton qu'elle réservait aux demandes de faveur dont elle savait qu'elle les obtiendrait. J'étais assis dans mon camion, garé dans notre allée, le moteur qui cliquetait en refroidissant. Le parfum familier de sueur et de polish à métaux imprégnait la cabine, un parfum que je portais depuis 30 ans. C'était l'odeur des frais de scolarité de son école privée, l'odeur de l'acompte sur son premier appartement, l'odeur du téléphone même qu'elle utilisait pour m'appeler. « Papa ?» commença-t-elle, utilisant le titre qui s'était fait de plus en plus rare au cours des dernières années, un déploiement tactique pour quand elle avait besoin de quelque chose. Alors, à propos de la soirée de fiançailles samedi, j'étais en train de mettre la dernière touche à tout avec la mère de Julien, et nous parlions de l'ambiance, tu vois. Je ne voyais pas. Pour moi, l'ambiance d'une fête, c'était de savoir si la bière était fraîche et la nourriture chaude. Mais je grommelais un signe d'approbation, mon regard tombant sur mes mains sur le volant. Ce n'étaient pas les mains d'un homme qui comprenait les ambiances. Elles étaient épaisses, calleuses, les articulations marquées par 1000 dérapages de clés ou la morsure d'un chevron fraîchement coupé. Une fine ligne de graisse était gravée en permanence dans les profonds plis de mes paumes, un témoignage d'une vie passée à construire, à réparer, à subvenir. C'est juste. Eh bien, les Hamilton seront là, et beaucoup de collègues de Julien du cabinet, continua-t-elle, une légère grimace d'excuse dans sa voix qui me hérissa les poils. Ce sera un peu plus formel, tu vois, tenue de cocktail. J'attendis. Le silence s'étira, rempli seulement par le chant des grillons dans le crépuscule rafraîchissant. Je savais ce qui allait arriver. Je le sentais venir depuis des années, un glacier de honte qui avançait lentement et qui atteignait finalement ma porte d'entrée. Je me disais juste, dit-elle finalement, sa voix tombant à un murmure de conspiration, comme si elle me mettait dans la confidence d'un secret. Peut-être que tu pourrais laisser tes vêtements de travail à la maison cette fois-ci, juste pour la fête. Porte ce beau costume que tu portais à l'enterrement de l'oncle Robert. Tu étais si beau dedans. Voilà. Pas une explosion, pas une bagarre, juste une simple et tranquille requête qui atterrit dans l'espace creux de ma poitrine comme un poids de plomb. Laisser tes vêtements de travail à la maison. Les mots résonnèrent dans la cabine de mon camion, un espace qui était plus ma maison que la maison immaculée aux murs beiges à quelques mètres de là. Mes vêtements de travail. Mon uniforme. Une paire de Dickies bleu foncé, adoucie par une centaine de lavages, un t-shirt gris avec le logo de mon entreprise, David's Contracting, brodé sur le cœur, et mes bottes à embouts d'acier, éraflées et tachées de la terre d'une douzaine de chantiers. C'était ma peau. C'était l'armure que je portais pour aller tuer les dragons des hypothèques, des fonds universitaires et des paiements de voitures. Et ma fille, ma petite fille, en avait honte. Je ne répondis pas tout de suite. Je me la représentais, mon Amélia. Je la voyais à 8 ans, une petite chose avec les genoux écorchés et une dent de devant manquante, assise sur mes genoux dans ce même camion, sa petite main traçant le logo sur ma chemise. « Tu construis des maisons, papa, » disait-elle alors, sa voix pleine d'admiration. « Tu es comme un géant. » Maintenant, on demandait à ce géant de rétrécir, de cacher la source même de sa force,
afin de ne pas l'embarrasser devant la famille de son fiancé, les Hamilton, un clan d'avocats spécialisés en brevets et de banquiers d'investissement qui pensaient probablement qu'une clé à douille était une sculpture d'art moderne. « David, tu es là ?» Sa voix avait maintenant une lueur d'irritation. Le ton gazouillant et cajoleur avait disparu. « Je suis là, Amelia, dis-je, et ma propre voix me paraissait étrangère, distante et calme. Je t'ai entendu, un costume, je comprends. Oh bien, je savais que tu le ferais, dit-elle, le soulagement palpable. Ça va être une soirée parfaite. Oh, et écoute, tant que je t'ai. Julien et moi regardions la facture finale du traiteur. Nous sommes un peu à court, seulement d'environ 3000 $. Ça te dérangerait. Je fermai les yeux. Le glacier n'avait pas seulement atteint ma porte, il avait défoncé les murs et était maintenant assis dans mon salon, exigeant d'être nourri. L'humiliation de sa requête, suivie si rapidement par l'audace d'un autre retrait de la banque de papa, était un enchaînement qui me laissa à bout de souffle. Pendant un instant, une colère chaude et blanche jaillit dans mon ventre. Le genre de colère qui donne envie à un homme de crier, de casser des choses, de rappeler au monde sa présence. Mais elle passa aussi vite qu'elle était venue, remplacée par une clarté profonde et glaçante. C'était le genre de clarté qui vient après une longue fièvre, quand le monde semble à la fois net et irréel. « Je vais y réfléchir, Amelia, dis-je, ma voix toujours anormalement égale. Je dois y aller. Ta mère attend pour le dîner. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester, avant qu'elle ne puisse déployer un autre papa stratégique ou une promesse doucereuse de l'importance que cela aurait pour elle. Je suis resté assis dans le pick-up pendant 10 bonnes minutes, le silence de la cabine amplifiant les bourdonnements dans mes oreilles. J'ai pensé aux 32 années pendant lesquelles j'avais fait partie de la vie d'Amelia. Je n'étais pas son père biologique. J'avais rencontré sa mère, Sarah, quand Amelia avait 6 ans, une petite fille timide et attentive, cachée derrière les jambes de sa mère. Son père avait été un fantôme, l'histoire d'un homme parti chercher un paquet de cigarettes et jamais revenu. Je n'avais pas essayé de le remplacer. J'avais juste essayé d'être là. J'avais réparé ses jouets cassés, lui avais appris à faire du vélo, lui avais tenu la main chez le dentiste. Quand elle avait eu 8 ans, elle avait commencé à m'appeler papa, de son propre chef. Cela avait été le jour le plus fier de ma vie. J'ai mis tout ce que j'avais dans cette petite famille. Sarah travaillait à temps partiel comme réceptionniste, mais son chèque de paie couvrait à peine l'épicerie. Tout le reste me revenait. J'ai accepté tous les petits boulots, travaillé tous les week-ends. Mes mains, qui avaient autrefois connu le simple plaisir de construire une cabane à oiseaux ou de réparer un robinet qui fuyait pour un voisin, sont devenues des instruments de commerce. Elles construisaient des terrasses pour des jeunes cadres dynamiques qui chipotaient sur chaque dollar. Elles rénovaient des cuisines pour des gens qui se plaignaient d'une simple poussière. Elles posaient des fondations dans le froid mordant de janvier et posaient des bardeaux sur des toits sous la chaleur torride d'août. Tout ça pour elles, pour Sarah et Amelia. Quand Amelia a eu besoin d'un appareil dentaire, une dépense de 5000 $ qui m'a noué l'estomac, j'ai accepté un projet de 6 mois pour rénover une série d'appartements insalubres, travaillant 16 heures par jour dans la crasse et la misère. Quand elle a reçu la lettre d'acceptation d'une prestigieuse école secondaire privée, dont les frais de scolarité s'élevaient à 20 000 $ par an, j'ai contracté une deuxième hypothèque sur la maison que j'avais achetée et payée avant même de rencontrer Sarah. Je ne leur ai jamais dit ça. J'ai juste souri et dit « On va s'arranger ». Et nous l'avons fait. Je l'ai fait. Le changement a été subtil. Il a commencé dans cette école secondaire chic.
Les pères de ses amis étaient des médecins, des avocats, des hommes en costume qui conduisaient des voitures allemandes. Je conduisais un Ford F-150 avec un porte-échelle et une benne pleine d'outils. Elle a cessé de me demander de venir la chercher à l'école, préférant le bus. Elle a commencé à me présenter à ses amis, non pas comme mon père, mais comme le mari de ma mère, David. À chaque fois, j'avais l'impression d'une petite coupure de papier sur l'âme. Sarah balayait ça d'un revers de la main. Ce n'est qu'une adolescente, David. Ils sont tous embarrassés par leurs parents. Ça ne veut rien dire. Mais cela voulait bien dire quelque chose. Cela voulait dire que les fondations se fissuraient. L'université a été le coup de grâce. Nous avions économisé, mais pas assez pour l'université hors de l'État qu'elle convoitait. Le coût total, sur 4 ans, avoisinerait les 200 000 $. J'ai vendu un terrain que j'avais hérité de mon père, une belle parcelle de 5 acres traversée par un ruisseau, sur laquelle j'avais toujours rêvé de construire une petite cabane pour ma retraite. J'ai vendu mon rêve pour qu'elle puisse réaliser le sien. À sa remise de diplôme, j'étais assis dans le public, le cœur gonflé d'une fierté si intense que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Lorsqu'elle est montée à la tribune pour prononcer un bref discours en tant que diplômée avec mention, elle a remercié sa mère pour son amour et son soutien. Puis elle a marqué une pause et a dit « Je voudrais également remercier David pour son aide financière. Pas pour les week-ends que j'ai passés à l'aider à étudier, pas pour les appels tardifs quand elle avait le mal du pays, pas pour avoir vendu mon propre avenir pour le sien, pour mon aide financière. » J'ai senti la main de Sarah serrer la mienne, un geste de pitié apaisante. Je me suis contenté de regarder droit devant moi, le visage impassible. La rencontre avec Julian et les Hamilton, il y a 1 an, n'avait fait qu'accélérer la décomposition. Julian était un jeune homme assez agréable, beau et poli, mais il avait les mains douces et sans callosité de quelqu'un qui n'avait jamais eu à réparer des toilettes qui fuient ou à faire sa propre vidange. Ses parents, le docteur et madame Hamilton, étaient d'une autre espèce. Lors de notre premier dîner ensemble, monsieur Hamilton, un homme à la barbe parfaitement soignée et au sourire condescendant, m'avait demandé ce que je faisais dans la vie. « Je suis entrepreneur général », avais-je répondu. « J'ai ma propre petite entreprise. »« Oh, comme c'est fascinant !» avait-il répondu, les yeux vitreux. « Le travail manuel, une noble quête, si tangible. » Il a dit « tangible » comme si c'était un synonyme d'impropre. Tout au long du dîner, ils ont parlé de leur récent voyage en Toscane, du portfolio de leur fils et d'un gala de charité qu'ils présidaient. J'ai très peu parlé. Amélia, mon Amélia, était assise à côté de Julian, riant aux blagues sèches de son père et ne croisant jamais mon regard. Elle était de leur côté de la table maintenant, et il n'y avait plus de pont vers le mien. Et maintenant ça. La fête de fiançailles. Une fête que je finançais en grande partie. Une fête à laquelle je n'étais apparemment pas digne d'assister tel que j'étais. J'ai finalement coupé le moteur et les lumières, plongeant la cabine dans l'obscurité. La colère avait disparu, la douleur était toujours là, mais elle était rapidement dépassée par une résolution froide et dure. Une fondation, une fois compromise, ne peut être réparée. Il faut le démolir et le reconstruire. Ou alors, il faut simplement s'en aller et construire ailleurs. Pendant 30 ans, j'ai été le pilier silencieux et solide de leur vie. Un pilier qu'elles avaient décoré, sur lequel elles s'étaient appuyées et qu'elles avaient tenu pour acquis. Un pilier qu'elles essayaient maintenant de dissimuler derrière un rideau de soie pour qu'il ne jure pas avec le nouveau mobilier. Je suis entré. Sarah était dans la cuisine, fredonnant une chanson diffusée par une station de soft rock à la radio. C'était une bonne femme,
à sa manière, mais elle avait un angle mort de la taille du Texas quand il s'agissait de sa fille. Elle voyait Amelia comme une enfant éternelle, une âme brillante et sensible qui avait juste besoin d'un peu d'aide, d'un petit coup de pouce, d'un peu plus d'argent pour s'en sortir. « Te voilà, » dit-elle en souriant. « Le dîner est presque prêt. Amelia a appelé tout à l'heure, tu lui as parlé ?»« Nous avons parlé, » dis-je, en allant à l'évier pour me laver les mains. Je les frottais vigoureusement, en utilisant la brosse à poils durs, mais je savais que la graisse incrustée dans les lignes resterait. Elle faisait partie de moi. « Elle est tellement excitée par la fête, » continua Sarah sur sa lancée. « Un peu stressée, bien sûr. C'est un événement important pour elle, tu sais. Les Hamilton sont... Enfin, ils sont quelque chose. Elle veut juste que tout soit parfait. » « Je suis sûr qu'elle le veut, » dis-je en me séchant les mains sur une serviette. Je regardais mon reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. Un homme de 58 ans, bien que certains jours j'en ressente 85. Mes cheveux étaient plus poivres que sel, mon visage une carte routière de rides gravée par le soleil et l'inquiétude. Mais mes yeux, notai-je, étaient clairs. Pour la première fois depuis longtemps, ils étaient parfaitement, terriblement clairs. Au cours des jours suivants, j'étais un fantôme dans ma propre maison. J'allais travailler, je rentrais à la maison, je dînais, je me réfugiais dans mon atelier au garage. Je n'ai plus jamais mentionné la fête ni l'argent. Sarah, sentant mon humeur, marchait sur des œufs autour de moi. Jeudi, elle aborda le sujet. « David, chéri, » dit-elle, s'asseyant sur le bord de mon établi pendant que j'affûtais méticuleusement un jeu de ciseaux à bois. L'atelier était mon sanctuaire, le seul endroit où le monde avait un sens. Ici, l'effort équivalait au résultat. Une main ferme et un outil tranchant pouvaient transformer un morceau de bois brut en quelque chose de beau et d'utile. Il n'y avait pas d'ambiguïté, pas de sens caché. Amelia a rappelé. Elle demandait après tu sais, l'argent du traiteur. Elle panique un peu. Je ne levai pas les yeux de la pierre à aiguiser. Le grincement rythmique de l'acier sur la pierre était un son apaisant. « Vraiment ?» demandai-je, d'une voix neutre. « Eh bien, oui, la facture doit être payée demain. David, nous ne pouvons pas la laisser tomber. Ce n'est que 3 000 $. Nous pouvons simplement les prendre sur le compte d'épargne. » Notre compte d'épargne. Le compte que j'alimentais avec chaque dollar de côté, le compte que j'avais réservé pour un nouveau camion, car le mien approchait les 320 000 kilomètres. Le compte qui était censé être notre fonds d'urgence, mais qui était devenu en quelque sorte la caisse noire d'Amelia. Elle m'a aussi demandé de te rappeler pour le costume, ajouta Sarah, sa voix se faisant plus douce. Elle se sent très mal à ce sujet, tu sais. Elle ne veut juste pas que tu te sentes mal à l'aise au milieu de tous ces gens coincés. Je m'arrêtai enfin, en posant le ciseau. Je regardais ma femme. Je voyais l'amour là, mais c'était un amour fatigué, effiloché, usé par son besoin constant de jouer les médiatrices, d'aplanir les difficultés, de gérer mes sentiments, pour que la vie de sa fille reste sans friction. « Elle ne veut pas que je me sente mal à l'aise ?» répétai-je, un petit rire sans joie s'échappant de mes lèvres. « Ou elle ne veut pas se sentir mal à l'aise à cause de moi ?» Sarah fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste, David. » « N'est-ce pas ?» Je me levai, essuyant mes mains sur un chiffon. Pendant près de 30 ans, j'ai travaillé 60 heures par semaine. J'ai respiré de la poussière de plaque au plâtre et de l'amiante.
J'ai des lésions nerveuses permanentes au genou gauche à cause d'une chute d'une échelle en 98. J'ai vendu des biens qui comptaient énormément pour moi. J'ai fait tout cela pour qu'elle puisse avoir une vie où elle n'aurait jamais à se soucier d'argent, pour qu'elle puisse faire des études qui lui permettraient d'entrer dans un monde où les hommes comme moi sont invisibles. Et maintenant, elle est arrivée dans ce monde, et elle veut que je reste invisible. Cela me semble parfaitement juste. C'est la conclusion logique. Sarah me fixa, la bouche légèrement ouverte. Je parlais rarement comme ça. J'étais le calme, le stable. Je ne faisais pas de discours émotionnels. « David, tu dramatises, » dit-elle finalement, en revenant à sa défense habituelle. C'était juste une demande maladroite. Elle t'aime. « Vraiment ?» demandai-je, la question planant dans l'air entre nous, lourde du parfum d'huile et d'acier. Où est-ce qu'elle aime ce que je fournis ? Il y a une différence, Sarah, et je pense qu'il est temps que nous apprenions tous ce qu'elle est. Je sortis de l'atelier, la laissant là, au milieu des outils qui avaient construit son monde. Cette nuit-là, je suis allé à la banque. Je n'ai pas retiré $3000. J'ai fait une autre sorte d'opération. Le jour de la fête arriva. C'était un beau samedi d'automne, vif et ensoleillé. Je passais la matinée sur un chantier à terminer une petite rénovation de salle de bain pour un couple de personnes âgées. Ils m'ont payé en espèces et m'ont offert une assiette de biscuits faits de maison. « Tu as des mains en or, David, » a dit la vieille femme, ses yeux se plissant au coin. Cette louange simple et honnête me semblait plus précieuse que n'importe quel chèque que les Hamilton auraient pu faire. Quand je suis rentré à la maison, Sarah était dans un état de panique fébrile. Sa robe était étalée sur le lit, son maquillage éparpillé sur la coiffeuse. « David, nous devons partir dans 2 heures. Tu n'as même pas encore pris de douche, et tu dois aller chercher ton costume au pressing. »« Il n'est pas au pressing, » dis-je calmement. « Quoi ? Je pensais que tu l'avais déposé. »« Je l'ai fait, » dis-je. « Je l'ai récupéré hier. » Je suis allé dans le placard et je l'ai sorti. C'était un beau costume gris anthracite, parfaitement repassé. C'était le costume que j'avais acheté pour les funérailles de mon propre père, il y a 10 ans. Un vêtement sombre et digne. Je l'ai posé sur le lit à côté de sa robe de cocktail scintillante. 1 heure plus tard, je suis sorti de la chambre. J'étais douché, rasé et habillé. Mais je ne portais pas le costume. Je portais un tout nouveau pantalon Dickies bleu foncé, un polo noir impeccable et une nouvelle paire de bottes de travail propres et sans éraflure. Sur le côté gauche de mon polo était brodé le logo tout neuf de mon entreprise, David's Contracting. J'avais l'air propre, professionnel et exactement comme ce que j'étais. Un sacré bon entrepreneur. Sarah s'est arrêtée net dans le couloir, sa main volant à sa bouche. « David, non, tu ne peux pas être sérieux. »« Je suis parfaitement sérieux, » dis-je, ma voix calme mais ferme. « Tu vas l'humilier, tu vas m'humilier, après qu'elle t'ait spécifiquement demandé. » Elle m'a demandé de ne pas porter mes vêtements de travail sales. Je l'ai corrigé doucement. « Ceux-ci ne sont pas sales. C'est l'uniforme de mon métier. Le métier qui paie le champagne et les canapés dont ses amis vont profiter ce soir. » Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise. Eh bien, en costume, entouré de gens qui regardent de haut les hommes comme moi, je serais mal à l'aise. Je serais un imposteur. Ça, dis-je en désignant mes vêtements, c'est qui je suis. Si elle a honte de qui je suis, alors c'est son problème à résoudre, pas le mien. Elle ne te le pardonnera jamais, murmura Sarah, les yeux pleins de larmes. Peut-être, dis-je. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir lui pardonner de me demander d'être quelqu'un que je ne suis pas. Il y a une différence entre le compromis et l'effacement, Sarah.
J'en ai fini d'être effacé. Le trajet jusqu'à la fête a été silencieux et lourd de tension. Le lieu était un entrepôt chic et rénové du centre-ville, avec des murs de briques apparentes et des guirlandes lumineuses, un endroit conçu pour paraître rustique et industriel sans aucune des saletés réelles. Un endroit qui idéalisait le travail de mes mains tout en méprisant les hommes qui le faisaient. En entrant, je pouvais sentir les regards sur moi. Les hommes dans leurs costumes sur mesure et les femmes dans leurs robes scintillantes me jetaient tous un regard rapide et désapprobateur, leur visage affichant un mélange de confusion et de pitié. Je les ai vus se pencher et chuchoter à leurs partenaires. J'ai gardé la tête haute. Je n'avais pas honte. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais complètement et totalement moi-même. Amélia nous a vus de l'autre côté de la pièce. J'ai vu son visage traverser une série rapide d'émotions. Le soulagement que nous soyons arrivés, la confusion face à ma tenue, puis une compréhension horrifiée naissante. Son sourire s'est figé et une rougeur sombre lui est montée au cou. Elle s'est dirigée vers nous, son fiancé Julien à sa suite, l'air déconcerté. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé, attrapant mon bras et essayant de me tirer vers une alcôve latérale, loin de la foule principale. Sa prise était étonnamment forte. Je suis resté sur mes positions. J'assiste à ta fête de fiançailles, Amélia, comme tu l'as demandé. Je t'ai demandé de porter un costume, je t'en ai supplié. Sa voix était un murmure furieux. Tout le monde regarde, les Hamilton sont juste là. Laisse-les regarder, dis-je calmement. Julien nous avait rejoints maintenant, son visage affichant un masque d'inquiétude polie. « Tout va bien, Amélia, ma chérie » a-t-il demandé, puis ses yeux ont balayé mes vêtements. « Oh, monsieur Jensen, c'est un choix audacieux. »« Ce n'est pas un choix, Julien, » dis-je en le regardant directement dans les yeux. « C'est qui je suis. Je construis des choses. C'est l'uniforme que je porte pour le faire. L'uniforme qui a payé l'éducation de ta fiancée, sa voiture, son appartement et une part importante de cette fête. » Le visage d'Amélia s'est effondré. « Tu fais ça pour me punir, à cause de l'appel téléphonique. »« Non, Amélia, » dis-je, et ma voix était plus douce maintenant, teintée d'une tristesse plus profonde que toute colère. « Je fais ça pour moi. Tu m'as demandé de cacher une partie de moi dont tu bénéficies depuis toujours. Tu avais tellement honte de ce que je fais que tu ne supportais pas que tes nouveaux amis impressionnants le voient. Mais tu n'avais pas assez honte pour arrêter de demander l'argent qui en provient. Tu ne peux pas tout avoir. » J'ai fouillé dans la poche de ma veste. Pas une veste de costume, mais une nouvelle veste de travail propre qui s'accordait à mon pantalon. J'ai sorti une enveloppe. « Tiens. » Elle l'a prise avec hésitation. « Qu'est-ce que c'est ?» « C'est un chèque, » dis-je, « pour $3000. Un dernier paiement. Considère ça comme un paquet de départ. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Une rupture ? De quoi parles-tu ? » « Je parle de la banque de papa qui ferme ses portes, » dis-je. Je vis Sarah qui nous observait à quelques mètres de là, le visage pâle. « Tu es une adulte maintenant, fiancée. Tu construis ta propre vie avec Julien. Il est temps que vous la financiez vous-même. Les $30 000 dont nous avions parlé pour le mariage sont hors de question. Mon aide financière est officiellement terminée. » La couleur quitta le visage d'Amélia. Julien avait l'air stupéfait. « 30 000, David, c'est.
C'est incroyablement injuste, balbutia-t-il. Nous comptions là-dessus. Vraiment ? Demandai-je. Comptiez-vous dessus lorsque vous avez laissé votre père se moquer de ma profession lors du dîner ? Comptiez-vous dessus lorsque vous êtes resté silencieux pendant que votre fiancé exprimait sa honte envers moi ? On ne tend pas une main pour recevoir, et on utilise l'autre pour me repousser. Ce n'est pas comme ça que le respect fonctionne. Soudain, le père de Julien, M. Hamilton en personne, apparut à mon coude. Il tenait une coupe de champagne à la main et arborait un sourire suffisant. « Tout va bien ici ? Julien, ta mère veut une photo. » Il me jeta un coup d'œil, ses yeux parcourant mes vêtements avec un dédain théâtral. « Ah, monsieur Jenson, je vois que vous venez directement du travail. Un sens de l'éthique admirable. L'ancien moi se serait rapetissé, l'ancien moi aurait murmuré des excuses. Mais le nouveau moi, celui qui a été forgé dans le feu de cette dernière semaine, se contenta de sourire. En effet, monsieur Hamilton, dis-je, ma voix portant dans le petit cercle. Je viens de terminer un travail, en fait. Il est important de mener les choses à leur terme. Je crois qu'il faut finir ce que l'on commence et construire des choses qui durent. Sur ce point, dis-je, en me tournant vers le jeune couple stupéfait. Amélia, Julien, je vous souhaite le meilleur. J'espère sincèrement que vous construirez une vie forte et belle, mais vous devrez la construire de vos propres mains. J'adressai un petit signe de tête poli à M. Hamilton, dont le sourire suffisant avait vacillé. Je me tournai vers Sarah. Je suis prêt à partir quand tu le seras. Je n'attendis pas de réponse. Je me retournai et marchai, non pas vers une porte latérale, mais directement au cœur de la fête. Je sentais le silence se propager à partir de l'endroit où je me tenais. Je ne me retournai pas. Je passai devant les plateaux de fromage soigneusement disposés et les tours de flûtes à champagne, devant les hommes en costumes coûteux et les femmes parées de bijoux, et je ne ressentis qu'un profond sentiment de paix. Je n'avais pas fait de scène. Je n'avais pas crié. J'avais simplement énoncé ma vérité et tracé une ligne dans le sable. Le chemin jusqu'au pick-up me sembla être les premiers pas d'un homme libre. Sarah me rattrapa à la porte, son visage affichant une tempête d'émotions contradictoires. Nous ne parlâmes pas pendant le trajet du retour. Quand nous sommes rentrés, elle est allée directement dans la chambre et a fermé la porte. Je suis allé à mon atelier. Le téléphone se mit à sonner 1 heure plus tard. C'était Amélia, sa voix étouffée par les larmes et la rage. Elle me traita de cruel, d'égoïste et de vindicatif. Elle dit que j'avais gâché la plus belle soirée de sa vie. J'écoutais patiemment. Quand elle eut fini, tout ce que je dis fut « Je t'aime, Amélia. Mais mon respect de soi n'est plus à vendre. Au revoir. » Je raccrochai. Sarah et moi nous sommes à peine parlé pendant 1 semaine. C'était une guerre froide et silencieuse dans notre propre maison. Elle avait l'impression que j'avais trahi sa fille et elle. J'avais l'impression d'avoir enfin défendu l'homme qu'elle avait épousé. Un soir, elle entra dans l'atelier, les yeux rouges. Ils n'ont plus les moyens de se payer le mariage qu'ils avaient prévu, dit-elle, d'une voix cassante. Les parents de Julien les aident, mais ils font sentir à Amélia que c'est terrible, elle est malheureuse. J'étais en train de poncer un morceau de chaîne de récupération pour en faire une cheminée pour moi. Il y a des conséquences à nos actions, Sarah, dis-je doucement. Elle est en train d'apprendre ça. C'est une leçon difficile, mais importante. Tu pourrais arranger ça, dit-elle. Un simple coup de fil,
Tu pourrais être le plus fort. J'ai été le plus fort pendant 30 ans, répondis-je, sans interrompre mon travail. J'étais si grand que je projetais une ombre dans laquelle ils pouvaient vivre sans jamais avoir à affronter le soleil. Il est temps pour eux d'attraper un petit coup de soleil. C'est comme ça qu'on développe la tolérance. C'est comme ça qu'on grandit. La vie s'installa dans une nouvelle normalité. Le silence dans la maison finit par se dissiper, remplacé par une distance prudente et respectueuse. Sarah commença à voir mon point de vue, pas d'un seul coup, mais par petites touches. Elle remarqua que les appels d'Amélia et Julien portaient désormais presque exclusivement sur leurs difficultés financières, leurs plaintes concernant les compromis qu'ils devaient faire. Elle vit le droit acquis mis à nu, et ce n'était pas joli à voir. Quelques mois plus tard, j'utilisais une partie de l'argent que j'avais économisé pour le mariage pour réserver un voyage de pêche de 2 semaines en Alaska, un rêve que je caressais depuis des décennies, mais que j'avais toujours remis à plus tard, parce qu'il y avait toujours autre chose, quelque chose de plus important, un corset, des frais de scolarité, un acompte. J'y suis allé seul, puis allé, et tandis que je me tenais dans une rivière froide et limpide, la ligne à la main et les vastes montagnes silencieuses tout autour de moi, j'ai ressenti une paix plus profonde que toute fierté que j'aurais jamais éprouvée lors d'une remise de diplôme ou d'une fête de fiançailles. À mon retour, une lettre m'attendait sur la table de la cuisine. Elle venait d'Amélia. Son mariage avait été une affaire plus modeste, écrivait-elle. C'était agréable. Elle était désolée. Désolée pour l'appel téléphonique, désolée d'avoir eu honte, désolée de m'avoir tenu pour acquis. C'étaient des excuses maladroites et artificielles, mais elles étaient là. Elle disait que Julien et elle suivaient une thérapie de couple. Elle disait qu'elle commençait à comprendre des choses qu'elle n'avait pas comprises auparavant. Elle ne demandait pas d'argent. À la fin, elle écrivait « Mon père me manque ». J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai rangée dans le tiroir de ma table de chevet. Cela ne réparait pas tout. Cela ne pouvait pas effacer les années de petites blessures. Les fondations de notre relation avaient été irrémédiablement altérées. Mais c'était un début. Peut-être qu'un jour, nous pourrions construire quelque chose de nouveau sur l'ancien site. Quelque chose de plus petit, peut-être, et de plus honnête. Quelque chose qui ne serait pas bâti sur l'obligation et le sentiment de droit, mais sur le respect mutuel. Ce soir-là, je suis allé dans mon atelier, l'endroit où mon identité s'était forgée et où elle avait été retrouvée. J'ai pris un morceau de bois, j'ai senti son poids et son grain, et j'ai réfléchi à ce que j'allais faire ensuite. Le travail de mes mains avait donné à ma fille une vie de privilège qu'elle n'avait pas appréciée. Et son rejet de ce travail m'avait, au bout du compte, rendu ma propre vie. Un échange équitable, ai-je décidé. Un échange très équitable. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression de construire quelque chose juste pour moi.